jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias édition spéciale ni ngeen ko xamee lu ko waral prise d'otage la ñu nemmeeku fële ca hôtel Radisson nekk ca Bamako moo waral édition spéciale bi ma sekk ko ak El Hadj Barka maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou Kiné. di nuyu également Charles Faye moom it dinañ àddu jëm ci prise d'otage boobee ni ñu ko waxee kon hôtel Radisson la ma nga nekk ca Bamako ca Mali moom nag la ñu daal di xëy gaaw am na nag ñoo xamante ne ña nga ca biir hôtel ba seen lim toll na ci téeméer ak juróom fukk la ñu wax ci ay doomu aadama yoo xamante ni nit ña nga leen jàpp otage ca hôtel ba waaye tamit ñi ngi njort ni am na ñett ñoo xamante ni ñàkk nañu seen bakkan ci prise d'otage boobee daañu ci jokkoo sax ak El Hadj Dia mu mel ni mi ngi ci buumu jokkoo gi El Hadj Dia maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum. El Hadj Dia ni ma ko waxee yaa ngi foofee ca Bamako si wetu hôtel ba bi sax di Radisson niñ ko waxee kon El Hadj Diack may jégalu El Hadj Diack la kon mu mel ni niñ ko waxee noonee la amee prise d'otage la ñu nemmee ko foofee ci hôtel ba bi di Radisson am na nag ñoo xamante ne ba nëgë ni ñu ngi ci biir hôtel ba. waaw dëgg la depuis si suba man maa ngi dëkk booru hôtel bi foofu ci Amdalaay ACI si suba si la ñu dégg ay coup de feu. mais en fait xamuñu woon lan la mais après lañu dégg sur RFI ni dafa am ay prise d'otage au niveau de l'hôtel Radisson. il paraît aussi que am na ay morts yi ci am 3 morts et que jël nañu ay otages presque 150 nit. ndax ñi ngi doon wax ni sax am na ay joxalante tiir yi fa amoon ndax ba nga ni yéen a ngi koy nemmeeku ak it askan wa naka la ñu xëyee dundee li nga xamante ni moom la ñuy dund tey fi mu ne nii ca Bamako. oui tiir yi moom périodiquement dañuy jékki-jékki dégg quelques tirs 2 ou 3 mais après mu nekkaat au calme. mais paraît-il que otages yi ñu ngi leen téye au 7e. et que ñeneen ñi nekk avant 7e yëpp ñu ngi leen di génne ndànk-ndànk quoi am na ay européens ay canadiens yu ñuy génne tout ça ñu mais bu dee biir Bamako moom nit ñi à part banques yi et autres ñëw tëj pour raison de sécurité mais ñeneen ñi ñu ngi dem à leurs occupations. ñooñu ñu jot a génne ndax jot nga leen a teg gët noo gisee seen mine jaaxle nañu wala sax boog am nañu li ñuy laam-laamee nañu am nañu faatu dëgg-dëgg. non am nañu faatu moom parce que ñi ñu génne ñi ngi naan gis nañu ay corps ci biir parce que il paraît que dañu dugg rek di tirer di yéeg ba 7e étage. donc entre premier rez-de-chaussée beeg 7e bi am na ñu ci jot a rey paraît-il et que ñeneen ñi ñoom ñu ngi leen di commencer évacuer mooy ñi nëbbatu woon ci néeg yeeg yooyu. léegi defaguñu revendication ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo amal prise d'otage boobu waxaguñu ñan la xamaguñu dëgg-dëgg ñan la. amoo ci benn information. non xamaguñu en fait ñan la mais ay supputation mi ngi dem ne peut-être waa Ansar Dine parce que il paraît que temps yi ñoom joxoon nañu benn mot d'ordre mais def ay attaques ak yooyu mais rien n'est sûr kenn joxagul ay revendication wala dara. ñu di la jaajëfal bu baax El Hadj Diack kon ni nga ko waxee noonu la ñu ngi doon laam-laamee ne am na ñetti otages yoo xamante ni jot nañu leen faat am na ci nag ñoo xamante ni itam jot nañu leen rawale ni ma ko waxee. maa ngi ak di la jaajëfal xam naa di ñu gën a toppal xibaar bi incha allah ci kanam tuuti. ok incha allah amul benn problème. ni ma ko waxee woon maa ngi ak Barka mu mel ni li xew daal bett na nit ñi kenn foogu ko woon kenn xaaru ko woon. bettewul parce que quand même amoon na ay signes d'alerte ay signaux d'alerte yu nga xam ne depuis quelque temps fële surtout ci Bamako nit ñi xam nañ situation sécuritaire bu xew normal yi te yàggul xëy na motul sax juróom benn weer foofu ci centre Mali bi à Sévaré amoon na beneen prise d'otage ci benn hôtel ba mu amoon ci à peu près 12 morts amoon na tamit benn boîte de nuit daaw bu ay djihadistes attaqué woon faat fa aussi ay doomu bakkan donc mën nañu wax ne Bamako lu fa xew am na ñu nga xam ne bettu leen bu baax su fekkee ñu ngi doon topp situation sécuritaire bi foofu mais lu ñu am léegi ci xabaar te ma jokkoog léegi ak ay kilifa yu kawe ci ambassade du Sénégal mooy am na ñeenti doomu Sénégal yu nga xam ne ñu ngi ci woon ci hôtel bi kenn ki jot naa rëcc
jot naa rëcc mu génn jihadiste yi jotuñu ko teg loxo wante am na yeneen ñett ñi nga xam ne ñu ngi foofu noonu ñu ngi 4e étage parce que prise d'otage bi nu mu demee mooy que jihadiste yi apparemment 7e otage lañ ciblé parce que am na foofu la ñuy njort ne moo ëpp ay ressortissants occidentaux dafa mel ni ñooñu lañ gën a ciblé 4e étage bi am na ñetti sénégalais yu fa nekk waaye ci kilifa yu ñu jokkool nee nañu ambassadeur bi Assane Ndoye commissaire Assane Ndoye divisionnaire mu nekkoon fi chefu police bi dem na fa pour xool situation bi sécuriser na benn sénégalais bi bu jotee génn bi te mu ngi def lépp aussi pour aar ak sécuriser suñu yeneen ñett mbokk sénégalais yu nga xam ne ñu ngi foofu ci 4e otage bi ci liñ ñu wax ak ñu jokkoo ak moom nee nañ moom yaakaar na la situation sera sous contrôle donc am na ñeenti sénégalais yu nekkoon ci hôtel bi kenn ki jot na rëcc keneen ki mu ngi 4e étage et force de sécurité yi ñu ngi def tout pour sécuriser leen. nu ñu mën a jàngatee également forme de lutte bi maanaam fusillade bi nga xamante ni mën na jàpp ne benn forme la quand même boo xamante ni nii tey jii ñi nga xamante ni ñoom ñooy xeex jël nañu ko parce que bu ñu ko méngalee tey jii ak la xew ca France. dafa mel ni benn genre xeex la boo xamante ni coûte que coûte bëgg nañu wane seen bopp mais également sur le plan médiatique ils veulent taper fort bu ñu ko dee seetlu. dëgg la terrorisme moom premier but am mooy xam nga ci biir moo terrorisme mooy tiital mooy nga frappé foo loo xam ne non seulement da ngay frappé nit ñi ci seen deret mais da nga leen di frappé surtout ci seen opinion tiital def coup boo xam ne fu nekk dañ ko fay waxtaanee ba pare tiital ñu bëri groupe bu ndaw mun na def indi jéyee bu mag soo xoolee lu xew France juróom-ñetti gune yoo xambaane ñoom ñoo tey ñoo lëmbee lu mel ni France donc loolu ñoom seen stratégie la loolu la tubaab bi di tuddee guerre asymétrique sooy xeex ak koo xam ne moo la ëpp doole lu mel ni état groupe terroriste yi ñoom dañoo adapté wu ci loolu amuñu ay avion amuñu ay char mënuñu jàkkaarloog ñoom face à face waaye am nañ ay pexe yoo xam ne suñ ko defee malheureusement mën na yëngal dëkk mën na lëmbee àdduna loolu mooy phénomène bi ñu nekk di nemmeeku foofu ci Mali. Barka ñu ngi également ak Charles Faye ni ñu ko waxee Mali jege na lool Sénégal est-ce que lii du gën a wane une fois de plus que menace bi mi ngi gën a jege Sénégal maanaam ñi nga xamante ni ñi ngi koy njoxtu djihadistes yi ñi ngi gën a jege Sénégal. waaw jërëjëf Fatou Kiné c'est vrai que boo ko xoolee noonu Mali ak Sénégal moom boo xoolee buntukaay rek yaa ngi foofu yaa ngi ci biir Mali jege na lool wante dafa ci pàccu maanaam sécurité ak renseignement ñooñu leneen la ñuy wax parce que tey boo nee mu ngi jege Sénégal te newul Sénégal mooy que xamoo dëgg bi fu mu toll. c'est très difficile de ce point de vue là wante Sénégal dafa am loo xamante ne am na ko fi te dëkk yu bëri amuñu ko mu am avancement muy ci investissement yoo xamante ne teg nañ ko ci pàcc numérique information ak technologie loolu dafa doon loo xamante ne lu am solo la trop ci ñoo xamante ne dañuy nekk ay terroristes parce que bu dul wax ci téléphone feneen la ñuy wax mooy éclatement réseaux sociaux yi communauté bi fa mu nekk parce que ñoom tam dañu am seen communauté te Sénégal am na ay matukaay yoo xamante ne jël nañ ko foofu pour que mun a sécuriser côté boobu ça veut dire que tey itam bu fekkente ne nit ñi ñu ngi jege foofu fii Sénégal am na xeex boo commencé fii commencé nañ ko te commencé wuñu ko tey d'ailleurs c'est pas pour rien nga gis daaw comme def nañ fi benn conférence sur la sécurité et la paix c'est pas gratuit mu am beneen conférence boo xam ne dañ koy def sur cybercriminalité mooy ça veut dire que Sénégal jël la ay matukaay yu mot pour taxaw pour mun a aar d'une certaine manière. maanaam renseignement bi ay renseignement dafa am solo boo xoolee par exemple Mali boo xoolee lu fa xew ci jamono yàggul noonu c'est normal lii à la limite parce que dañ fa yàq lu bëri. c'est renseignement yi sécurité bi loolu yëpp ils ont souffert quand même d'un coup d'état bon am benn coup d'état gannaaw loolu ñooñu ñëw donc da ngay gis mode opératoire comment dire terroriste yi. ko doon expliquer et c'est ça qui est important boo foog nekk terroristes yi nii la ñuy kii dañuy fonctionner ñëw daal non dafa am dañuy ci ñetti pon la ñuy liggéey dañuy njëkk ñëw teg seen sanctuaire bu ñuy jël dañuy xool dëkk boo xamante ne jullit yi ñoo fa bëri pourquoi parce que dañuy mën a fondre ci biir population bi bu ñu defee loolu ba pare dem beneen zone boo xamante ne moom mooy zone grise boobu moo nekk le nord du Mali ak loolu yëpp moom la ñuy def zone grise pourquoi ñu koy ut parce que foofu moo fa am passage foofu la fay xaalis di jaar foofu la fay drogue di jaar foofu la fay nit ñi di jaar marché bu rëy foofu la ñuy jëlee seen xaalis parce que doo ko jël feneen boo ko defee léegi nag nga am sa champ d'action bi nag da ngay ut dëkk boo xamante ne selon ay kii yoo ko arrêté ñu def Mali Bamako ñu def ko seen champ d'action
Sénégal nag am si ay renseignements yoo xamante ne moo indi nit ñi commencé liggéey bu baax a baax si wàllu boobu. Barka également gis nañu ni def nga Mali. mais dañu doon xool terrorisme bi maanaam ci gox yi sori yi. lañ ko doon gën di gis ci bëj gànnaaru Mali mais fi mu ne nii mën nañ jàpp ni réussir nañu quand même dugg ci biir capitale bi Bamako. Absolument te loolu warul bett kenn lu Charles doon wax léegi la rek nord Mali bi zone grise la woon pendant longtemps état bi daf ko délaissé woon et loolu moom moo tax dafa amoon beneen spécificité mooy zone bu yàgg nekk zone bañkat lañ moom mooy rebelle Touareg yu fa nekkoon yi au départ bu ñuy fipp contre armée Mali ñoom dañ beddeekoon pour jël seen indépendance mu mel ni soo ko xawee méngale comme fii suñu mbokku MFDC yi lu ñu bëggoon def. ci loolu la djihadistes yi profité doubler leen ñoom indi beneen agenda caché déroulé ko dàq leen sax ñoom ci ville yu ñu conquérir loon contre armée malienne bi ba mun implanté wu foofu léegi nag djihadistes yi malgré France ñëw na intervenir fa malgré troupes africaines yi ñu ngi fa suñu troupe sénégalaise bokk ci xas na ba dugg ci dëkk bi am na sax léegi ay djihadistes yoo xam ne purement endogène lañ Iyad ak Ali bu bokk Ansar Dine motul ñetti juróom-benn fan lu mu addu daal di yëkkati kàddu menacer France moom mooy leader Ansar Dine te muy rebelle Touareg malien bu nekkaat islamiste. am na beneen waay bu tudd Amadou Koufa kooku Massina la dëkk Massina boobu c'est l'ancien empire du Massina empire pël la ils avaient des revendications autonomes. ñoom pël yu fa dëkk yi ñu dem ñu transformé wu en djihadiste ñoom ñooy type bu gën a jege type Boko Haram ñooñu tey tamit ragal nañ muy ñoom. am na Al-Qaïda bu njëkk bi mooy bu ñoom Mokhtar Belmokhtar te ñëpp xam leen ñoom ñoo defoon prise d'otage yu gën a spectaculaire yi fële ba ay Algérie génn Mali et cetera. ñooñu ñëpp ñu ngi Mali tu as au moins 3 ou 4 groupes djihadistes yoo xam ne tey xamaguñu kan moo def revendication mais bu nekk mun na revendiquer opération bu fa xaw te leneen luñ ci mën wax mooy soo xoolee maintenant gars yi xarañ bu ñu xarañ parce que y avait un état d'alerte maximal à Bamako ragaloon nañ lu mel ni am fa waaye terewul dugg nañ ci hôtel bi mais nan lañ fa duggee dañoo ñëw ñu dugg ci ay plaque oto boo indi plaque diplomatique. pour te dire que terrorisme yombul xeex parce que nit ñi tamit ñu koy xeex ñi c'est pas simplement des illuminés ay nit nañ ñoo xam ne parfois jàng nañ après ñu nekk seen ginnaaw ay stratège lañ xas nañ ba xool lan mooy faille de sécurité bi ba def reconnaissance liée yi xam nañ ban étage la seen cible nekkoon donc dafa lay won nit ñi am nañ modus operandi am nañ mode opératoire donc nekkul loo xam ne neex na xeexal beneen affaire bu ñuy rencontrer actuellement mooy Mali. malheureusement seen armée ci en reconstruction la nekk amuñu ay forces spéciales yu nga xam ne vraiment xarañ nañ bu baax actuellement américains yi ñoo fa nekk ak seen force spéciale ak français yi ñoo nekk di leen jéem a wallu donc loolu lépp mu nekk loo xam ne yombalul autorité malienne yi situation bu ñuy dund tey Bamako. ma di la jaajëfal baax ka may fàttali rek ni intérim bi laa doon assuré le temps juste que Khalifa Diakhaté ñëw. ndax xam naa du ñàkk itam di ngeen soxla yeneen information jëm ci Mali. ñu daal di dem rek ci beneen wet gi yeggale ko le temps que may bàyyi Khalifa Diakhaté ñëw daal di wëyal li nga xamante ne rek kon moom mooy waxtaan bi jëm ci loolee xew ca Mali may fàttali muy prise d'otage boo xamante ne def nañ ko ca hôtel Radisson ba nekk ca Bamako.
Bien le bonjour, la suite de cette édition spéciale avec cette prise d'otage au Mali, à Bamako, précisément à l'hôtel Radisson. Au départ, 170 otages, 80 ont pu être libérés. Tout à l'heure, sur RFI, le président François Hollande a réitéré son soutien et sa solidarité au peuple malien, soutien qu'il a concrétisé il y a quelques petites minutes en y envoyant quelques agents, une cinquantaine précisément, du GIGN français. Je précise également qu'il y avait 3 Sénégalais dans cet hôtel et un seul a pu s'échapper. Notez également que 80 ont été libérés grâce à l'assaut effectué par les forces maliennes. Nous avons en ligne El Hadj Diack, citoyen sénégalais résident au Mali. Bonjour Diack. Oui, bonjour. Alors, le point de la situation, le GIGN français qui vient à la rescousse. Oui, bien sûr. On a vu, je suis un peu à côté, on est un peu contre. Quand on est un peu loin de l'hôtel, à 50 mètres, mais oui, on voit des gens arriver avec bien bardés et qui sont en train de faire sortir les otages qui étaient avant le 7e étage. Paraît-il que les gens sont confinés au niveau du 7e et tous les gens qui sont entre le 1er et le 7e ont été évacués, d'où les 80, le nombre de 80. 40 au départ et 40 à l'arrivée. On nous signale également qu'il y avait un Sénégalais qui a pu s'échapper. Est-ce que vous avez plus de nouvelles? Avez-vous pu le rencontrer? Non, je n'ai pas pu le rencontrer parce qu'on est un peu confiné pour des raisons de sécurité. Il y a des barrages et autres, donc je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu l'information. J'étais en train même de le chercher parmi les gens. Alors, je vous laisse poursuivre cette belle recherche pour nous retrouver ce concitoyen qui est sur place et qui a pu s'échapper grâce à cet assaut qui a été mené par les forces maliennes, appuyé désormais par le GIGN français, Barkaba. Alors, est-ce à dire là que, est-ce à répéter que le terrorisme frappe à nos portes? Absolument. Et puis pour qui connaît la situation sécuritaire à Bamako, c'est tout sauf une surprise. Il y a eu plusieurs signaux d'alerte et ce n'est pas la première fois que le terrorisme frappe dans la capitale malienne. Il y a un an, il y a eu un assaut dans une boîte de nuit qui a fait malheureusement beaucoup de victimes. À Sévaré, au centre du Mali, il y a déjà une sorte de répétition parce qu'il y avait eu une prise d'otage dans le plus grand hôtel de cette ville qui avait aussi fait une douzaine de morts. Donc on peut dire qu'il y avait une alerte maximale à Bamako. Ce qui s'est passé ce matin, c'est tout sauf une surprise. Mais avant d'aller plus loin dans les analyses, j'aimerais donner peut-être quelques petites informations qu'on a reçues à l'instant provenant de très bonnes sources à un très haut niveau de l'ambassade du Sénégal à Mali. Effectivement, il y a eu 4 Sénégalais qui étaient dans l'hôtel au moment de l'assaut. Comme vous venez de le préciser, l'un a pu s'échapper, mais les 3 autres étaient confinés au 4e étage. Apparemment, les terroristes visent plus le 7e étage qui abriterait plus des Occidentaux. Des Chinois et des Français. On a même parlé aussi de pilotes ukrainiens, en tout cas du personnel étranger. Il y a eu des gens qui ont pu s'échapper parce qu'ils auraient pu réciter quelques versets du Coran à l'invite de ces terroristes. Donc c'est pour dire un peu qu'on assiste à un phénomène assez inquiétant à Bamako. Et le fait que la France soit obligée de dépêcher une équipe du GIGN prouve, si besoin en était encore, que les forces maliennes qui sont en reconstruction après leur débâcle, après la débâcle qu'ils ont connue au Nord Mali, prouve que Bamako est dans une situation un peu tendue et que, aux dernières nouvelles, le président Ibeka a été obligé d'écourter sa visite à N'Djamena. Très bien. Alors, le toc-toc se précise, même question, dans le même sens. Oui, sauf que bon, les territoires ne sont pas les mêmes, parce que les modes opératoires que nous savons des terroristes prennent en considération justement l'espace. Quand vous voyez le Mali, la taille du Mali, la superficie du Mali aujourd'hui, le Mali n'est pas en mesure de couvrir, d'assurer sa propre sécurité par rapport justement à son territoire qui est immense. C'est le problème qu'il y a au Nigeria, c'est le problème qu'il y a au Tchad. Regardons bien que quand les terroristes vont installer dans leur sanctuaire, si nous analysons
les zones d'installation de leur sanctuaire, c'est toujours de très vastes zones. Le Sénégal, c'est 100 et quelques mille, 197 000, moins de 197 000 km². Dakar, 554 km². Vous imaginez que c'est beaucoup plus facile à couvrir et par nos services de renseignement et nos services de sécurité. De ce point de vue. La deuxième chose maintenant qui est importante, et c'est pour cela que je suis d'accord avec vous de dire toc toc, peut-être qu'ils sont même ici, c'est de savoir que le terroriste, quand il a installé son sanctuaire, il va après sur des approches qui sont par exemple celles de la zone grise, et le Mali est une zone grise, et maintenant de mettre en place son champ d'action. Le champ d'action aujourd'hui, il est avéré que c'est le Mali. Maintenant, est-ce que le Sénégal ou quelques endroits du Sénégal, quelques capitales, serait-elle un champ d'action? Ça, c'est autre chose. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une certaine maîtrise chez nous qui a été démontrée. D'abord, tout de suite, il y a une posture, dure peut-être, si on peut le regretter, on peut le dire, mais bon, il est toujours mieux vaut prévenir que guérir. C'est que du point de vue de la sécurité par la cybercriminalité, il y a quand même un maillage qui est fait dans ce pays qui fait qu'aujourd'hui, il est peut-être un peu plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais compte tenu comme Barka l'a dit tout à l'heure, de la réalité de nos forces de sécurité qui sont là quand même, qui n'ont pas connu les malheurs maliens avec un coup d'État, un éclatement, une armée divisée, ainsi de suite, nous sommes loin de tout ça. Et je peux vous dire qu'à l'instant où le Radisson a été attaqué au Mali, je peux vous dire que tous les Radissons du monde aujourd'hui ont pris tout de suite des décisions par rapport à une hyperprotection. Pour confirmer cela, Charles, je suis en mesure de vous dire qu'actuellement, il se tient une réunion de crise au sein du ministère de l'Intérieur du Sénégal. Très bien. Alors, Alassane, dans le même sillage. Oui, ce qui est tout à fait normal. Ce qui s'est passé au Mali, comme Barka l'a dit, était prévisible. Le Mali a connu beaucoup de coups d'État, une armée désorganisée, un pays qui n'arrive pas à assurer sa propre sécurité. Le terrorisme s'installe. Sahel, au Mali, ce que Barka vient de dire aussi, si vous vous rappelez bien, il y a de cela 3 ans, en 2013, il y avait une réunion de l'UEMOA qui a été tenue à Lomé. Il y a ce qu'on appelle l'UEMOA 2020. En ce moment même, dans le document qui a été travaillé par l'ancien Premier ministre Loum, il parlait déjà de cette présence des salafistes et des djihadistes dans le Nord Mali. Parce que justement, cette zone-là, c'est une zone où passait la drogue, où la plupart d'entre eux travaillent beaucoup plus pour leurs propres intérêts. Le fait anecdotique qui a été donné comme quoi qu'il fallait réciter quelques versets de Coran pour être libéré, tout ça, c'est l'instrumentalisation de l'islam pour justifier un combat. Ceux qui combattent, ils ne combattent pas parce qu'ils sont des musulmans, ils combattent parce qu'il y a des intérêts à gérer. Le Mali, aujourd'hui, ce qui est arrivé au Mali, c'est la conséquence de la désorganisation de la Libye par la France elle-même à travers Sarkozy qui ont bombardé Kadhafi. L'arsenal est revenu. Ceux qui sont au Mali aujourd'hui, les djihadistes qui sont là-bas, les salafistes, sont 2 fois plus armés que l'armée malienne qui n'avait pas les moyens de combattre. Ce qui fait qu'aujourd'hui la France est obligée d'aller au secours du Mali parce qu'ils ont commis des dégâts en Libye et que le job n'a pas été fait jusqu'au bout. Nous disions il y a juste 2 ou 3 jours je pense le George Bush père qui a sorti ses mémoires et qui disait qu'aujourd'hui si le monde aujourd'hui est assez troublé, c'est parce que justement son fils George Bush qui avait dirigé le pays Walker Bush a écouté ses conseils Dick Cheney et les Karlov, les Faucons, qui ont fait qu'il n'a pas su gérer l'après les événements de 11 septembre. Ils ont déstabilisé l'Irak. L'Irak, les gens qui gèrent aujourd'hui le Daesh au niveau de la Syrie, mais c'est tous des anciens généraux de Saddam Hussein, la plupart d'entre eux. Ils ont basculé le pouvoir, ils l'ont remis aux chiites, les chiites n'ont rien donné aux sunnites, les sunnites se sont mis en place en train de se battre. Et aujourd'hui, les ressources financières qu'ont ces gens-là au niveau de la Syrie, 2 à 3 millions de dollars par jour avec le truc qu'ils vendent, ils peuvent envoyer beaucoup d'argent par les réseaux sociaux, par les trucs de monnaie d'échange, la monnaie qu'on envoie au transfert d'argent, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, ils essaient d'avoir ce qu'ils appellent une internationale terroriste qui s'installe un peu partout au nord du Mali. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est très compliquée au Mali. C'est un pays qui n'a pas les moyens de faire face à ce qui se passe là-bas. C'est assez alarmant. Le ministère de l'Intérieur, comme a dit Barka, a raison de se réunir aujourd'hui pour voir ce qui va se faire. Les services de renseignement aujourd'hui ont permis aujourd'hui au Sénégal de savoir ce qui se tramait un peu partout dans ce pays-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive peut-être
quelque part à endiguer des choses en ayant ce qu'on appelle une démarche proactive, préventive, pour éviter que ces gens de choses-là viennent ici. Si aujourd'hui les Sénégalais, chaque Sénégalais se dit qu'il est garant de la sécurité de l'autre Sénégalais, ça nous permettra, nous, avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, et avec avec les populations, la communication, la sensibilisation, nous permettra peut-être, nous, de nous prémunir à travers ces gens de choses-là. Mais terroristes, personne ne peut les arrêter, ils peuvent frapper n'importe où, n'importe quand et n'importe qui. Alors, vous dessinez là une réalité géopolitique. Alors, ce djihadisme-là qui prend vraiment de la place, est-ce une conséquence ou est-ce juste un groupe qui s'accroche à cette réalité? En fait, ça dépend des groupes. Il y a beaucoup de groupes aux motivations très différentes. Et la situation au Mali est un cas d'école. Oui. Vous avez une première rébellion Touareg qui n'avait absolument aucune connotation religieuse, mais qui est une rébellion irrédentiste qui est là-bas depuis les débuts de l'indépendance, que Modibo Keïta, premier président du Mali, a dû sévèrement mater, qui avait ressurgi dans les années 90 en profitant un peu de la chute du pouvoir de Moussa Traoré, et qui a refait surface très récemment avec Ansar Dine, qui s'est collé dedans, un ancien rebelle Touareg, donc Iyad Ali, qui va épouser une idéologie djihadiste qui se greffe à des revendications qui au départ n'avaient rien d'islamiste et qui est doublée à la fin par AQMI qui avait son propre agenda, des gens de AQMI qui ont quitté l'Algérie puisque l'Algérie n'est plus un sanctuaire pour les islamistes, et vous avez ce cocktail extrêmement explosif où vous avez des narcotrafiquants, vous avez des rebelles sécessionnistes, vous avez des djihadistes avec leur propre agenda, et tout cela, ils ont profité du fait qu'il y avait une absence de l'État malien. Pour rendre les choses encore beaucoup plus compliquées, on a un groupe totalement endogène qui n'est ni Touareg ni arabe, mais qui est Peul, qui s'appelle le Front de libération du Massina, qui est dirigé par un certain Amadou Koufa, qui, lui, rêve de restaurer l'empire Peul du Massina, sur fond de revendications de groupes Peul qui s'estiment marginalisés. Donc, qui a promis une lutte à mort contre l'État malien et qui s'apparente plus au type Boko Haram. Alors, si vous avez ce cocktail explosif de groupes, de narcotrafiquants, de djihadistes mi-gangsters, mi-rebelles, etc., comment un État comme l'État malien, qui s'est totalement effondré pour des raisons qui seraient totalement très très longues sur lesquelles on ne peut pas revenir ici tout de suite, comment l'État malien peut faire face à ce type de phénomène si on doit gérer aussi le fait que c'est un État qui s'étend sur près de 2 millions de kilomètres carrés, un des plus grands États africains. Donc vous avez tout un cocktail qui a donné naissance à ce que l'on vit en ce moment. Très bien, donc avant de vous laisser réagir, là vous me parlez d'un groupe qui vient profiter d'une situation bien gangrénée pour justement en arriver à cette situation-là. Est-ce à dire que, est-ce comparable justement à la rébellion que nous avons chez nous? Est-ce à dire que ce serait comme si un groupe avec des intérêts quelconques viendrait se greffer au MFDC par exemple? Oui, mais fort heureusement que le cas du Sénégal a été très différent de ça et que l'une des success stories du pays, justement, c'est que ceux qui voulaient tendre le piège religieux et qui voulaient même faire de la rébellion casaçaise, lui donner une connotation religieuse, parce que ces velléités-là ont existé au sein du Maquis. Il y a des raisons. Il y a même eu au sein du Maquis des débats très compliqués entre une aile un peu plus affiliée à l'Église et qui a donné naissance à une sorte de révolte même de combattants musulmans. Mais ça, c'est des problèmes, des luttes de positionnement interne à la rébellion casamançaise. Mais ce que l'État a compris dès le départ, quand il y a eu par exemple l'attentat de la place de Gao à Ziguinchor, ceux qui ont provoqué cette grenade là-bas voulaient créer une guerre religieuse au Sénégal. Parce que c'était des chants religieux, khadr, sur lesquels des gens sont venus jeter une grenade. Mais l'intelligence des Sénégalais, leur volonté de vouloir vivre ensemble a fait que personne n'a été pris au piège religieux. Fort heureusement, de part et d'autre, les gens ont été très très intelligents pour contourner ce problème religieux. On a confiné ce problème à un problème de revendication territoriale, mais sur lequel n'a jamais pu prendre une greffe religieuse, fort heureusement. Très bien. Alors de simples profitards ou une situation géopolitique ou les conséquences d'une situation géopolitique? Pas seulement géopolitique.
aussi économique. Faut pas oublier que tout ce qui arrive à Kadhafi, pour l'Afrique, c'est juste après la crise systémique économique en Europe. Hein. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand les Européens se lèvent d'abord avec la fameuse crise, la grande crise mondiale de la faim d'abord, hein, avec les céréales, c'était en 2008. On arrive dans la crise financière, c'était en 2009, la crise économique qui suit, et jusqu'à aujourd'hui, on est dans cette crise systémique en Europe. Alors cela veut dire quoi? Qu'est-ce qui porte l'économie européenne? C'est justement le secteur privé. Et dans le secteur privé, qu'est-ce qui marche le plus? Et qu'est-ce qui marche le moins? C'est la société industrialisée, même si aujourd'hui, on sait que la société informatisée est en train de venir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver des marchés. Et justement, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'État ami. Ce qui va se passer, c'est que tout cela découle d'un process. Aujourd'hui, je suis désolé, quand on me dit que la France est en train d'envoyer, vous ne pouvez pas faire partir ça, comment il s'appelle, Kadhafi, le faire tuer comme cela a été fait. C'est vrai qu'il fallait chercher une adhésion des masses africaines autour du projet du crime, parce que c'est un crime, il a été assassiné, c'est un crime, il faut le dire, c'est odieux. C'était cette adhésion qui était cherchée. Mais quoi, qu'est-ce qui motivait cela derrière? Écoutez, moi je ne suis pas naïf, hein, tout cela est d'abord économique. On sait aujourd'hui que bon, voilà, les Français s'en vont et ainsi de suite. Maintenant, il y a une carte sur laquelle vous avez plusieurs acteurs, parmi lesquels les djihadistes, parmi lesquels les autres, qui trouvent un terrain fertile. Et c'est peut-être, il y a autre chose sur lequel, dont on ne parle pas, c'est la circulation des armes. Parce que jusqu'à cet instant, qu'est-ce qu'on savait de la circulation des armes? On savait qu'elle passait d'État à État, c'était les armes, la circulation blanche, on savait qu'il y avait la circulation grise qui était des États par rapport à des intermédiaires parce qu'elles ne voulaient pas montrer au monde leur velléité d'armement. Et puis, il y avait le circuit noir. Mais aujourd'hui, on a un autre circuit qui est en train d'arriver, auquel on n'a pas fait attention. C'est qu'avec le démantèlement aussi bien de l'Irak, de la Libye et ainsi de suite, on a des armes qui circulent partout. C'est la grande, en fait, aujourd'hui, c'est ça qui va renforcer le paradigme, le nouveau paradigme du terroriste, c'est qu'il est mieux armé. Comment il a fait pour avoir les armes? Il y a une route pour ça. Elle a été calculée. Mais c'est cette route, si vous remarquez bien, de plus en plus on prend de la drogue qui vient d'où ça? Du Mali. Mais c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'à un moment, ce Mali a eu des problèmes parce que le corridor de la drogue avait connu quelques petits hiatus compte tenu de ce qui s'y passait. Et aujourd'hui, justement, pour avoir installé un certain nombre de choses, on remet les choses en place. C'est ce qui confirme que cette zone est une zone grise et justement une zone financière assez importante pour les terroristes. Mais pour que cela puisse marcher, il faut que la drogue circule. Ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est qu'il y a, à mon sens, il y a une conspiration qui ne dit pas son nom et nous sommes en train de le payer au prix fort. Parce que tout simplement, on ne nous a jamais, de ce point de vue, respecté en tant que nation et en tant que continent fort. La preuve, vous regarderez dans tous les rapports, que ce soit de l'OCDE et ainsi de suite, l'Afrique est portion congrue dans cette histoire-là. Je pense que maintenant, naturellement, nous sommes aussi dans un phénomène qui est celui de la mondialisation, où nous pouvons aller les uns sans les autres. Un nouvel ordre est en train de s'installer, on le voit, hein, on a la guerre qu'il y a entre cet Occident et les BRICS, avec comme tête de pont la Chine et la Russie, qui se finissent par se retrouver et être d'accord, parce que les terroristes, quand tu frappes, ils calculent. Très bien. Donc Charles parle plutôt d'une conspiration, disons, tacite, dictée par des intérêts. Est-ce que vous vous rapprochez de cette analyse? Mais oui, les intérêts sont là. Hein. Les gens n'interviennent pas dans les pays juste pour le plaisir d'intervenir. C'est parce qu'il y a des ressources financières, des ressources minières, des ressources pétrolières, des ressources même en eau. Les gens parlent aujourd'hui que d'ici 50 ans, la bataille qui va se mener à travers le monde, c'est la bataille de l'eau. On parle aujourd'hui du changement climatique. Tous ces genres de situations-là, il faut les mettre dans la corbeille. Si les gens aujourd'hui viennent intervenir au Mali, la France envoie là-bas des militaires pour intervenir, c'est justement c'est pour éviter que ce qui se passe au Mali se déporte en France. C'est d'abord endiguer le djihadisme au Mali. Parce que ceux qui vont quitter le Mali peuvent venir frapper en France. Si vous regardez bien les informations qu'on avait données ici au Sénégal, la plupart des jeunes Sénégalais qui sont en Syrie aujourd'hui quittaient la France parce qu'ils ont une double nationalité, venaient au Sénégal, prenaient les vols de Turkish Airlines, allaient en Turquie pour passer la frontière, aller en Syrie. Si je vous dis aujourd'hui, il y a des gens de mon village, de Canel, qui sont aujourd'hui en Syrie en train de combattre. On a pu parler à l'un de leurs pères, M. Anne, qui est à Nice. Ses enfants sont aujourd'hui
en Syrie. Ils arrivent à leur parler parce qu'ils ont décidé de quitter Nice, de passer par le Sénégal, de prendre les vols de Turkish Airlines, d'aller en Syrie et de combattre. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la France est obligée aujourd'hui d'intervenir dans ces pays-là pour éviter que ces jeunes Français qui ont double nationalité ne se retrouvent aujourd'hui. Là-dessus, le président français a annoncé une mesure qui consisterait à déchoir tous les citoyens français qui en auraient une autre du coup. Oui, mais c'est possible simplement. Ce sera un gros travail par rapport avant d'arriver à cela. Ce sera énormément de travail à faire parce que quelque part aussi, si les gens analysent un peu pourquoi les jeunes Français aujourd'hui, la plupart d'entre eux se lancent dans les mouvements djihadistes et se retrouvent un peu en Afrique, en Syrie, un peu partout pour se battre contre leur pays, c'est parce qu'aujourd'hui les conditions de leur insertion en France n'a pas été faite. Moi, j'ai habité un quartier qui s'appelle Clichy-sous-Bois, c'est en France, près de Montfermeil. Mais j'ai jamais vu là-bas des Français de chouche habiter là-bas. Tous les gens qu'on rencontre là-bas, ce sont des Arabes, ce sont des Africains, des Chinois, des Sikhs et des Hindous qui habitaient là-bas. Les gens vivaient dans des conditions extraordinaires. Si vous quittez Clichy-sous-Bois pour aller à Paris, il faut au moins 2 heures de temps. Il faut prendre un bus d'abord de 137, aller jusqu'à Bobigny, prendre la ligne 5, aller jusqu'à Paris. Vous avez 2 heures de temps. Il faut le faire. Il n'y a pas de services sociaux sur place, il n'y a rien du tout qui fait que aujourd'hui les gens-là ne se sentent pas français parce qu'ils se sentent marginalisés par rapport justement à la politique qui est mise en France d'emploi, de trucs, c'est des crimes de pauvreté. Tout ça, faut qu'il y a des conditions, le lit qui permet à ces djihadistes qui ont les moyens d'attirer ces jeunes-là en disant écoutez, vous pouvez venir vous battre, vous en sortir parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule aussi. Oui. Alors dans cette guerre qui n'a rien de standard, rien de classique, on peut relever également une certaine symbolique. Charles Fay, cette attaque de Paris il y a une semaine, un vendredi 13, c'est pas rien, c'est peut-être pas un hasard. Aujourd'hui, un hôtel Radisson, fréquenté essentiellement par des Occidentaux. Oui, alors donc faut bien comprendre. Est-ce que la symbolique a vraiment sa place dans cette guerre? C'est un vendredi, on s'est attaqué à des infidèles. Parce que c'est exactement le terme qui a été utilisé pour Paris et ainsi de suite. C'est toujours cela. Alors naturellement, il y a un objectif qui est visé. Hein. C'est la confrontation civilisationnelle. C'est justement ça qui est visé. Et malheureusement, dans laquelle je constate Paris est en train de tomber. Quand aujourd'hui vous parlez de déchoir les nationalités, c'est que vous n'avez absolument rien compris parce que vous êtes en train de dire qu'est-ce qu'on en ferait d'un Français qui s'appelle Dupont et qui est djihadiste? Vous allez le déchoir de sa nationalité, vous en ferez quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez de toute manière, les lois internationales ne le permettent pas. Voilà, de toute façon. On ne peut pas créer des apatrides de toute manière. Voilà, donc ça veut dire que la France tout de suite a fini d'accuser, à pointer le doigt sur quelqu'un qui ne s'appelle pas Dupont, qui ne s'appelle pas, je ne sais pas moi, Domaine ou quelque chose comme ça. C'est assez clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes quand même. Ce que je vous disais tantôt, nous sommes dans une reconfiguration mondiale où chacun essaie de jouer sa carte avec quelque part peut-être une volonté affichée d'installer un califat, mais est-ce que cela, je veux dire, parce que c'est une information et c'est une théorie qui est de plus développée en Occident que partout ailleurs. Est-ce qu'il y a la vérité après de venir à des états normaux, plus ou moins normaux? On sait très bien comment cela marche. Hein. On commence par la violence et puis après on finit par s'installer dans une autre forme de la gestion de la cité, moins violente, et c'est ce qui s'est passé un peu partout. Regardons comment les nations ont été créées, comment les religions aussi se sont imposées, c'est toujours par la force de la violence. Maintenant, naturellement, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir que nous fassions attention. Le vendredi, non, pour moi, il n'est pas important. Ce qui est important, ce sont les hommes qui sont morts et qui étaient des innocents, les hommes et les femmes. Et il n'y a pas d'infidèles. Et le vendredi 13. Et parmi ces morts, il y a des musulmans. Le vendredi 13, musulmans. Qui contient une bonne dose de superstition en France notamment. Oui, mais jour de chance ou jour de malheur. Oui, mais je pense que le choix de la date peut ne pas être innocent, mais c'est assez marginal à mon avis par rapport au ciblage. Le ciblage qu'ont fait la bande à Abdelhamid Abadaoud, le meneur, a attaqué surtout des lieux très symboliques, a attaqué une partie de la jeunesse française qu'elle considère comme que les terroristes considèrent comme des koufars, comme des mécréants, et qui ont eu le tort ou le malheur, selon les grilles de lecture djihadistes, de fréquenter des terrasses de café. Et c'est là où ils les ont ciblés, ils les ont massacrés, un vrai bain de sang. Et aussi d'autres jeunes qui, pour décompresser, comme on le dit trivialement, ont préféré aller écouter de la musique de rock, du heavy rock ou du rock metal au Bataclan.
donc qui sont encore considérés comme des koufars. Alors mais tout ça, ce sont des... Le djihadiste, il a besoin, pour donner une dimension politique ou religieuse à son action criminelle, de l'habiller à des symboles. C'est très intéressant de voir un peu les échanges parfois surréalistes que certains rescapés ont pu avoir avec des djihadistes. Leur discours, leur revendication est d'abord politique. C'est pourquoi Hollande intervient en Syrie. Pourquoi Et on nous tue nos parents. découvrons à l'image les 3 Sénégalais qui ont été libérés. Absolument. On ne les voit pas d'ici, il faudrait peut-être nous remettre le moniteur. Mais on me le signale à l'oreillette, vous avez à l'image les 3 Sénégalais qui ont pu s'échapper des mains des terroristes. Bon, ça confirme juste ce que l'ambassadeur du Sénégal sur place nous avait confié tout à l'heure. Il avait dit que la situation était sous contrôle pour ce qui concerne les Sénégalais et qu'il est sur place et qu'il va aller tout faire pour les sécuriser. Donc, chapeau à l'ambassadeur du Sénégal, Hassan Ndoye, ancien patron de la police, qui s'est déplacé sur les lieux. Charles, avant d'en arriver... Oui, moi je voulais dire, il faut faire très attention à la symbolique. Parce que vous savez, tirer sur une terrasse, c'est très facile. Vous avez des positions assises, vous n'avez aucune possibilité de vous en sortir. Ça veut dire qu'en sécurité, qu'en sécurité, c'est la première chose que vous savez, qu'on vous apprend. Tirer dans une salle, quand vous êtes 2 personnes, vous avez 1000 personnes ou 2000 personnes dans une salle, avec des kalachnikovs, aujourd'hui encore, on ne sait pas si ce sont des kalachnikovs ou les dernières Kalachnikov qui sont sortis après les années 90, vous imaginez le nombre de balles que vous pouvez tirer si vous avez autant de chargeurs, le carnage que vous faites. En fait, au fond, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la symbolique, parce que c'est justement cette guerre psychologique qui est en train de se faire, et elle veut entraîner tout le monde avec des postures qui se retrouvent dans des situations contradictoires, où on est l'un contre l'autre, l'un face à l'autre, et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à la France. Et c'est ça le danger. Alors, moi je pense qu'il nous faut être assez intelligent pour savoir qu'ils peuvent frapper n'importe où par rapport à des revendications qu'ils portent eux-mêmes. Et pour n'importe quel prétexte. Exactement. Très bien. On me signale que les preneurs d'otages parlaient anglais. Ça, c'est un témoignage recueilli auprès de ces survivants, de ces rescapés, pour ainsi dire. Mais cela montre qu'il y a ce qu'on appelle l'international djihadiste. Parce que la plupart des gens qui tuent en Irak et qui décapitaient les gens là-bas, c'est des gens qui sont nés en Europe, qui sont des Européens, peut-être qui sont convertis au djihadisme, qui ont envie de se battre. Pourquoi ils se battent? Quelles sont les raisons? On ne le sait pas encore. Est-ce que c'est par rapport à la gestion de leur pays qu'ils ont décidé d'aller là-bas? Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte dans cette analyse par rapport à l'international djihadiste. Si aujourd'hui on confirme que ceux qui ont attaqué les gens au Mali parlaient anglais, ce qui veut dire qu'ils viennent de quelque part. Est-ce que c'est des Blancs? Est-ce que c'est des Nigérians? Est-ce qu'ils viennent de Boko Haram? Est-ce que c'est des gens qui ont infiltré? Tout ça, c'est des choses qu'il faut analyser. Il ne faut pas oublier aujourd'hui l'attaque qu'il y a eu aujourd'hui au Mali coïncide avec la rencontre qui avait eu lieu, qui devait avoir lieu ce matin au Tchad. C'est le G5 qui devait se réunir. Il y avait le Mali, il y avait le Tchad, il y avait je pense le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad qui devaient se réunir pour parler justement de la sécurité sous-régionale. Peut-être le choix même de cette attaque d'aujourd'hui peut être assez important, ce qui a fait que Ibrahim Boubacar Keïta a quitté Dar le Tchad pour rentrer au Mali. Maintenant, on se réjouit que les Sénégalais qui sont là-bas aient été libérés. Nous pensons aussi que ceux qui sont détenus encore pourront aussi suivre cela, être libérés pour sortir de cette histoire-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe au Mali doit nous faire réfléchir ici au Sénégal, de savoir que la sécurité est une donnée fondamentale, qu'on doit trouver un consensus national autour des questions de sécurité. Parce qu'il ne faut pas politiser cette question-là. Si on la politise, ceux qui sont là aujourd'hui ont des problèmes. Ceux qui viendront demain diriger le pays seront dans la même situation, dans les mêmes difficultés. Opposition et pouvoir, chacun a besoin d'avoir un pays apaisé. Quand vous venez gérer le pays, là, vous trouvez un pays dans des conditions apaisées qui vous permettra de faire avancer vos projets de développement. Parce que quand il y a une insécurité dans un pays, il y a un impact économique. Ce qui veut dire que ceux qui devaient investir vont réfléchir à plusieurs fois avant de venir mettre l'argent dans ce pays-là. Qui veut gérer un pays où aucun investisseur ne vienne mettre son argent? Donc tu as des chômeurs de plus en plus, et ces chômeurs-là seront de plus en plus aussi dans une situation de précarité qui feront qu'ils seront dans des situations où ils peuvent écouter les sirènes de ceux-là qui
viennent avec l'argent pour les enrôler. Alors nous allons approfondir toutes ces questions juste après le journal télévisé en Wolof. Avant cela, je vous donne juste le nom du Sénégalais, du premier Sénégalais qui s'est libéré, Gora Mboup, qui est employé de Vivo Énergie. Il était avec un de ses collègues. Et les deux autres Sénégalais travaillent pour la francophonie. Barkaba et Alassane Samba Diop vont accompagner le journal en Wolof. Quant à Charles Faye et moi, nous allons glaner les dernières informations. Restez avec nous.